Une participation, celle du président de la République au sommet à la réunion de haut niveau qui s'est tenue hier à Abidjan sur la relance de l'économie africaine à la suite de la pandémie de la Covid-19. Une réunion, celle du comité interministériel chargé du programme élargi du président de la République, réunion tenue aujourd'hui, présidée par le Premier ministre. Une sortie, celle de la troisième promotion des officiers du Collège de défense du G5 Sahel. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 16 juillet 2021. En 22h que nous commençons donc par la diplomatie avec cette réunion de haut niveau qui vient de se tenir à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'était hier en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et autour de lui aussi une quinzaine de chefs d'État et des dirigeants de nombreuses organisations régionales et internationales. L'objectif donc de cette réunion, c'était de mobiliser les appuis aux économies africaines éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Les besoins s'élèveraient à 1 milliard à 100 milliards de dollars. Le bilan de cette réunion d'Abidjan avec notre envoyé spécial Sidi Abeid, compte rendu revu en français par Bokar Baïleva. Le sommet a été marqué par la lecture de la déclaration d'Abidjan, un cadre de référence pour la priorisation des interventions du groupe de la Banque mondiale en Afrique au cours des années à venir. Les chefs d'État et de gouvernement ont réitéré l'appel pour un soutien accru au continent en vue de mieux se reconstruire après la crise découlant de la pandémie de Covid-19 et ils ont exhorté les donateurs de l'Association internationale de développement à soutenir une reconstruction ambitieuse et importante des ressources de l'IDA 20 pour une mobilisation d'au moins 100 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2021. Ils se sont également engagés à travailler à améliorer significativement leur capacité d'absorption des ressources pour une exécution diligente des projets et programmes, poursuivre les efforts de mobilisation des recettes fiscales et utiliser de façon transparente et efficiente les ressources mobilisées tout en renforçant la gouvernance. L'Afrique subsaharienne a connu en 2020 la contre-performance économique la plus importante jamais enregistrée depuis plusieurs décennies en raison de la crise mondiale due à la pandémie de la Covid-19. Ainsi, le taux de croissance économique de la région s'est établi à moins de 2% en 2020 contre 3% initialement prévu, selon le dernier rapport sur les perspectives économiques régionales du Fonds monétaire international. La pandémie a fortement affecté les indicateurs sociaux et a freiné les progrès entamés dans la marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable de 2030 ainsi que ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. À la pandémie de la Covid-19 s'ajoute la crise sécuritaire subie par plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, son risque d'expansion et la nécessité pour les États d'y consacrer des ressources importantes, souvent au détriment d'autres dépenses de développement. Ce contexte particulièrement difficile milite en faveur d'une plus grande solidarité de l'ensemble des partenaires. Pour rappel, l'Association internationale de développement est une institution de la Banque mondiale. Elle aide les pays à revenus faibles à réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire les inégalités et améliorer la vie des plus démunis. Et l'IDA, justement, c'était l'initiatrice donc de cette réunion de haut niveau qui s'est tenue hier à Abidjan en présence du président de la République et qui avait pour objectif donc de mobiliser des appuis à la relance des économies africaines éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Voilà donc pour cette page diplomatique. Venons-en maintenant à la politique intérieure avec cette réunion du comité interministériel chargé du PROPEP, autrement dit le programme prioritaire et élargi du président de la République. Eh bien, ce comité a tenu sa réunion mensuelle aujourd'hui, présidée par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion? Qu'est-ce qui a été discuté au cours de cette réunion? Élément de réponse avec Abderrahman Hamad.
Cette réunion mensuelle de suivi de la mise en œuvre du programme a été l'occasion pour les comités interministériels de faire le point sur les niveaux d'avancement général des activités et de prendre connaissance des difficultés que rencontrent les départements et de leur trouver des solutions adéquates. Le comité interministériel a pu constater le bon avancement du programme depuis sa dernière réunion à travers le lancement d'un bon nombre de nouvelles activités, notamment lors de la visite du président de la République au Trarza. Lors de la réunion, le Premier ministre a rappelé l'orientation stratégique vers plus d'implication du secteur privé national dans l'exécution de ces programmes d'une part et a incité à faire plus d'efforts en matière d'information sur leur réalisation d'autre part. À la fin, le Premier ministre a renouvelé ses instructions aux ministres, leur engageant d'accélérer encore plus l'exécution du programme et que dans cette perspective, le maximum d'activités doit être lancé avant les vacances gouvernementales. L'objectif étant la réalisation diligente des engagements du président de la République. Et ça, c'était donc la réunion du comité interministériel chargé du PROPEP, autrement dit le programme prioritaire élargi du président de la République, réunion tenue aujourd'hui. Dans l'actualité nationale ce soir, ces discussions entre Mauritaniens et Tchadiens. Elles se sont déroulées, ces discussions aujourd'hui, à l'occasion d'une séance de travail tenue par le ministre de la Défense nationale avec les ministres délégués auprès du Conseil tchadien de la Défense des anciens combattants et des victimes de guerre, président en exercice du Conseil des ministres de Défense du G5 Sahel. C'était l'occasion pour les deux hommes de discuter, d'examiner les relations de coopération entre les deux pays dans ce domaine, autrement dit dans le domaine de la défense. C'est une réunion qui s'est tenue, donc séance de travail qui s'est tenue aujourd'hui au ministère de la Défense. La veille, les deux ministres ont supervisé une cérémonie, c'était au collège de défense du G5 Sahel, ici à Nouakchott, bien entendu. Il s'agit de la sortie de la 3e promotion de cette école, une promotion forte de 44 officiers. Précision avec Mohamed Khattab. Il s'agit de 44 officiers qui ont reçu une formation dans divers domaines de défense au cours de l'année académique 2020-2021 au Collège de défense du G5 Sahel à Nouakchott. C'est la 3e promotion de stagiaires de pays membres du G5 Sahel et pour la première fois d'un autre pays, l'Arabie Saoudite, qui a été supervisée par le ministre de la Défense nationale, M. Hanana Ouel-Sidi, aux côtés du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du chef d'état-major général des armées, des chefs d'état-major de la gendarmerie, de la garde et en présence des ambassadeurs des pays soutiens et des représentants des partenaires de l'organisation. La cérémonie de remise de diplôme pour cette promotion a été marquée par un discours du ministre délégué auprès du Conseil de défense des anciens combattants et victimes de guerre du Tchad et président en exercice du Conseil des ministres de défense du G5 Sahel, M. Daouda Yahya Ibrahim, qui a exprimé toutes ses reconnaissances aux hautes autorités mauritaniennes, au premier rang desquelles le président de la République, d'avoir offert ce cadre idéal de transfert de savoir qu'est le Collège de défense pour la formation des officiers supérieurs de nos armées. Toutes mes reconnaissances aux hautes autorités de la République islamique de la Mauritanie, au premier rang desquelles le président de la République, d'avoir offert ce cadre idéal de transfert de savoir qu'est le Collège de défense du G5 Sahel pour la formation des officiers supérieurs de nos armées. Mesdames et messieurs, distingués invités, la création de ce joyau représente la manifestation politique des dirigeants de la sous-région visant principalement à créer un outil de formation à vocation internationale d'enseignement militaire supérieur. Cet outil indispensable pourra combler à terme très certainement les déficits en officiers brevetés, permettant ainsi d'améliorer l'interopérabilité de nos forces et créer un cadre de coordination entre nos armées. Le Collège de défense du G5 Sahel est un modèle vivant de coopération et de conjugaison des efforts de nos États dans le monde de la défense et de la sécurité. Il découle du principe fondateur de la prise de conscience de nos États qui se traduit par l'appropriation des problèmes sahéliens par les Sahéliens eux-mêmes. En effet,
Ces dernières années, notre sous-région est devenue une zone synonyme d'instabilité et d'insécurité. La recrudescence des conflits et l'insécurité chronique qui prévalent sont les résultats de la montée en puissance du terrorisme transnational et des soubresauts sécuritaires. Ainsi, la lutte contre ces menaces auxquelles font face nos forces de défense et de sécurité nécessite une régénération des cadres militaires ayant une approche méthodologique commune, une vision prospective des grands enjeux et problématiques de sécurité et un savoir-faire permettant de bien préparer les décisions politiques et stratégiques. Cette institution d'excellence assure désormais cette noble mission avec brio. De son côté, le général de division Brahim Waloul Cheibani, directeur du collège de défense du G5 Sahel, a souligné que des travaux sont actuellement en cours pour développer cette institution scientifique militaire et augmenter ses performances dans la formation des compétences militaires des armées du G5 Sahel. Monsieur le ministre, le collège de défense du G5 Sahel que vous nous honorez de votre présence est la première école de guerre transnationale au monde. C'est une réponse originale. Son objectif global est à la fois de pourvoir aux besoins des forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel en cadre, formés selon les réalités et les besoins du Sahel, contribuer à uniformiser les doctrines et méthodes et servir de cadre d'étude et de réflexion sur les grandes problématiques sécuritaires et de développement dans l'espace du G5 Sahel. Dans cette intervention, Monsieur le ministre, je vous propose un bilan sommaire de l'année académique écoulée, suivi des réalisations phares du collège et quelques perspectives. Monsieur le ministre, honorables invités, la cérémonie d'aujourd'hui consacre la sortie de la 3e promotion du collège de défense à l'issue d'une année académique durant laquelle les stagiaires ont reçu un enseignement opérationnel et technique qui leur permettra d'envisager efficacement leurs responsabilités futures de chefs militaires, aptes à planifier et à conduire les opérations interarmées, tant au niveau opératif que stratégique, dans un cadre national ou multinational, et assumer de hautes fonctions au sein de leur ministère de tutelle ou dans les hautes sphères militaires internationales. En marge de la cérémonie, le ministre délégué auprès du Conseil de défense des anciens combattants et victimes de guerre du Tchad a signé le livre d'or du Collège de défense du G5 Sahel. Et le ministre délégué tchadien, je le rappelle, c'est le président en exercice du Conseil des ministres de la Défense du G5 Sahel. Il était donc en compagnie du ministre de la Défense lors de cette cérémonie de sortie de cette 3e promotion du Collège de défense du G5 Sahel. D'autres activités ministérielles, 2 en tout, et toutes les 2 se sont déroulées dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. La première de ces activités, c'est celle du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Il était à Chami où il a donné le coup d'envoi des travaux d'une route reliant la zone de Taziast à celle de Tigérite. Un compte rendu de notre correspondant permanent Elvara Cheibani, compte rendu revu en français par Melika Nakli. La ville de Chami connaît un essor économique nouveau avec le lancement des projets de Ma'aden Mauritanie au niveau du centre Cheikh El-Mohamed El-Mami situé à 25 km. Le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie a, en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou et des autorités administratives et des élus locaux, donné le coup d'envoi de la réalisation de la route d'une longueur de 29 km reliant la zone de Taziast et Tigérit. Le projet sera réalisé par le génie militaire pour une enveloppe financière d'environ 1 milliard d'ouguiyas de l'ancienne monnaie, sur les fonds de la société Ma'aden Mauritanie. À cette occasion, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie a souligné sa satisfaction d'être présent à cette cérémonie de lancement des travaux de ce centre extrêmement important où pour la première fois seront regroupées les différentes activités liées à la transformation minière. D'une part, dit-il, cela aura un impact économique direct. D'autre part, cela allégera l'impact environnemental de cette activité importante. Nous savons, dit-il, que cela diminuera la pression existante sur la ville de Chami, dont les populations ne voyez pas d'un bon œil cette activité, craignant l'impact négatif que cela pourrait avoir au plan environnemental et sur la santé des citoyens. Nous présidons aujourd'hui un certain nombre d'activités, dont celui de la fourniture de l'électricité aux investisseurs afin de pérenniser leur activité.
Il y aura également la réalisation de cette route attendue par beaucoup. Je dois également, dit-il, souligner les efforts fournis par la société et son staff au cours de l'année écoulée et qui a effectué de grandes réalisations. De son côté, le directeur général de la société Ma'aden Mauritanie, M. Hamoud Mohamed, a souligné les efforts réalisés par sa société pour augmenter les revenus et la main-d'œuvre. Pour l'année 2020, dit-il, les entrées sont de 328 milliards ouguiyas de l'ancienne monnaie. La valeur ajoutée est de 244 milliards d'ouguiyas de l'ancienne monnaie. Il y a eu donc une augmentation de l'ordre de 268%. En ce qui concerne le chômage, l'activité a permis d'offrir 250 emplois directs en plus de 200 000 emplois indirects. Les différentes parties prenantes au projet, qu'il s'agisse de la Société nationale d'électricité, du génie militaire ou de l'Agence nationale pour la recherche géologique ou du bureau en charge de la stratégie sanitaire, ils ont tour à tour pris la parole pour donner plus d'informations en ce qui concerne leurs compétences respectives dans la construction de ce centre dont sa superficie est de 50 hectares. De son côté, le représentant de la Fédération nationale des entreprises de transformation a loué la construction de cet ensemble qui permettra de développer l'activité minière. Le maire de Chami avait pris la parole auparavant, soulignant que cette réalisation entre dans le cadre des engagements du président de la République en faveur des populations de Chami. L'activité donc du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie aujourd'hui à Chami, l'occasion pour lui donc de donner le coup d'envoi de la construction d'une route qui va relier la zone de Taziast à celle de Tijirit. Autre ministre également dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, il s'agit du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Il se trouve dans la capitale de cette wilaya et c'était l'occasion pour lui de donner donc de superviser la reprise de la pêche industrielle après le repos biologique. Tout cela, c'était donc hier soir. Envoyé spécial Mamadou Gueye. Le port autonome de Nouadhibou reprend couleur et vie. Après 3 mois et 15 jours d'inactivité sur les quais due à l'arrêt biologique, l'épicentre des activités de pêche du pays renoue avec les activités de débarquement des produits halieutiques. Le démarrage des activités de pêche le 15 juillet à 0h a permis à la flotte de pêche composée de 115 bateaux de reprendre la mer dans l'espoir d'une bonne capture, synonyme de plus-value financière, et sociale et économique pour l'ensemble des acteurs du secteur, y compris le Trésor public. En donnant le coup d'envoi de la reprise, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a rappelé aux opérateurs industriels qui viennent de démarrer les activités qu'il y a 2 choses non négociables pour la pérennité de la ressource halieutique, à savoir le respect des normes de pêche, le respect des zonages établis en commun accord avec les industriels pour sauvegarder le stock, et cela sur recommandation de l'IMROP et accepté par les fédérations. Toute pratique de pêche, depuis les filets jusqu'aux zones interdites, seront sanctionnées. Le ministre a insisté sur les résultats des concertations tenues avec les différents acteurs qui ont abouti à l'élaboration d'une nouvelle approche susceptible de garantir la pérennité de la ressource et une meilleure exploitation. Le département veillera à satisfaire les doléances des opérateurs afin de leur permettre de jouer leur rôle de pourvoyeur d'emploi, de revenus et aussi de stabilité sociale. Après avoir félicité les opérateurs économiques, il a rappelé que dans le domaine de la commercialisation, les prix feront l'objet de concertations avant leur fixation pour le marché extérieur. Le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont ainsi visité la CPA créée en 1989. Cette unité industrielle emploie près de 40 personnes et a une capacité de stockage de 100 tonnes et 30 tonnes de congélation. Elle exporte 500 tonnes de céphalopodes et de pélagiques vers l'Europe et l'Asie. Le ministre a ensuite visité la société Consom, créée en 2013. Elle a une capacité de 3000 tonnes de stockage et emploie 80 personnes. Au cours de ces visites, le ministre a exhorté les opérateurs industriels à se conformer sur la nouvelle réglementation en vigueur et les a félicités pour l'esprit de résilience qui leur a permis
de surmonter toutes sortes de difficultés. Voilà les activités du ministre des Pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou, entre autres activités donc, de superviser la reprise de la pêche industrielle après 3 mois de repos biologique. Son collègue de l'équipement et des transports recevait pendant ce temps à Nouakchott sa collègue du Mali. Donc c'était l'occasion pour les 2 responsables mauritaniens et maliennes donc d'engager des concertations entamées hier à Nouakchott. Elles se sont achevées aujourd'hui et l'objectif c'est justement promouvoir le corridor Nouakchott-Bamako en vue d'un partenariat durable entre les 2 pays. Abdoulaye Demeba. Encourager les opérateurs maliens à entreprendre un circuit administratif pour permettre aux autorités mauritaniennes de les assister à accorder un traitement prioritaire au niveau du Pampan, port autonome de Nouakchott, port de l'Amitié, pour favoriser un traitement rapide des marchandises en provenance, à destination et en transit de la République du Mali, œuvrer pour accélérer la circulation, la fluidité des personnes et des biens sur le corridor Nouakchott-Bamako. Œuvrer pour la mise en place d'un accord commun sur la tarification des redevances perçues le long du corridor Nouakchott-Bamako, telles sont entre autres les recommandations qui ont sanctionné ces rencontres bilatérales pour la promotion du corridor Nouakchott-Bamako en vue d'un partenariat économique durable. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, a déclaré que ces réunions ont permis de discuter des défis auxquels est confronté le corridor Nouakchott-Bamako. Ces discussions, souligne-t-il, ont abouti à la formulation de solutions positives qui permettront de redynamiser le corridor Nouakchott-Bamako. Les recommandations qui ont été formulées dans le secteur des transports, maillons essentiels de notre coopération bilatérale, sont de nature à booster le développement global de nos 2 États. C'est pourquoi je réitère la détermination du gouvernement malien à ne ménager aucun effort pour leur mise en œuvre effective. Je demeure convaincu que la dynamique nouvelle qui vient d'être ainsi exprimée sera maintenue et renforcée afin de soulager nos populations respectives frappées par une crise sécuritaire et sanitaire sans précédent. Cette rencontre a à la fin été immortalisée par cette photo de famille. Voilà donc pour ces concertations mauritano-maliennes qui viennent de se dérouler à Nouakchott, qui se sont achevées d'ailleurs aujourd'hui. Dans le domaine médiatique, a signalé le 4e congrès du syndicat des journalistes mauritaniens. Il a commencé aujourd'hui à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès, coup d'envoi donné par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Durée des travaux 2 jours. Et c'est un compte-rendu d'Abdelrahman Hamad. Ce 4e congrès du syndicat national des journalistes mauritaniens a pour objectif d'élire un nouveau bureau exécutif du syndicat après la fin du mandat du bureau sortant et le report causé par les conditions sanitaires imposées par la pandémie du coronavirus. S'exprimant pour l'occasion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec les Parlements, porte-parole du gouvernement, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion pour faire le point sur les acquis et explorer les perspectives prometteuses du travail médiatique. Mokhtar Ould Dahi a en outre passé en revue les progrès et les réformes que connaît notre pays dans ce domaine, notamment la consolidation des libertés et l'expansion et la diversification des approches d'intérêt dans le secteur des médias, précisant qu'il n'y a aucun prisonnier d'opinion ni harcelaire en exil. Le ministre a noté que le gouvernement travaille actuellement sur la mise en œuvre des résultats des travaux du Comité national pour la réforme du secteur des médias, initié par les pouvoirs publics. De son côté, le président de la APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, Hussein Oulmeddou, a souligné l'importance de la tenue de ce congrès qui concrétise le retour à la légitimité concurrentielle. Pour sa part, le président sortant du syndicat national des journalistes mauritaniens, Mohamed Salim Oulda, a passé en revue le bilan et les acquis réalisés en faveur des journalistes durant son mandat. 4 listes sont en lice de cette élection, à savoir El Mustaqbal, l'avenir, El Islah, la réforme,
التضامن الصحفي, la solidarité médiatique ou encore l'Amal, l'espoir. Le vote aura lieu demain au siège du syndicat national des journalistes mauritaniens de 7h du matin à 19h. Voilà le 4e congrès donc, du syndicat national des journalistes mauritaniens qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott et qui doit s'achever. Donc demain, lui, il s'est déjà achevé. Il s'agit de cet atelier de formation organisé par le ministère de la Justice, une formation au profit des magistrats et des greffiers. Clôture donc aujourd'hui, et c'était une formation sur les lois dans le domaine des différents fonciers. Mohamed El-Khattat. Après 4 jours de formation sur les lois relatives aux litiges fonciers en vue de renforcer leurs compétences techniques, les participants, magistrats et greffiers, ont formulé un certain nombre de recommandations appelant à réviser certains textes de loi pour combler les insuffisances constatées. Pour le magistrat Mohamed El-Mokhtar ou Abdel Samed, les recommandations sont de 3 catégories, à savoir sur les litiges, les procédures civiles, commerciales et administratives et les recommandations générales englobant la mise à disposition des textes juridiques après l'insertion des modifications et leur dispatching régulier sur les tribunaux, la révision de la loi sur l'état civil, la désignation d'un comité d'experts pour le suivi de l'exécution des recommandations de ce séminaire. De son côté, le Abad Al-Qassim, directeur des ressources humaines au ministère de la Justice, a précisé que tous les magistrats et greffiers des tribunaux travaillant dans le domaine civil, administratif, social ont préparé au séminaire et, a-t-il dit, nous sommes satisfaits du niveau de la participation, des discussions et des exposés. Le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ould Aïd, a quant à lui rappelé à l'issue des travaux du séminaire cet après-midi à Nouakchott, la responsabilité qui incombe aux magistrats, soulignant que le ministère de la Justice continuera à œuvrer au renforcement des capacités de ses ressources humaines, notamment les magistrats et les greffiers, ajoutant que le département exécute un plan de formation mis sur pied grâce à un chapitre spécial dans le budget d'investissement de cette année et à la collaboration constructive de nos partenaires au développement. Il convient de noter que ce séminaire, organisé par le ministère de la Justice au profit de tous les magistrats exerçant dans les tribunaux primaires, les cours d'appel et la Cour suprême, en plus des greffiers en chef dans les dites cours, n'a pas manqué de renforcer leurs connaissances et compétences sur des questions qu'ils traitent au quotidien, sur la propriété foncière traditionnelle, les règlements fonciers, la propriété foncière personnelle dans la législation mauritanienne, mais aussi pour accompagner la réforme juridique et judiciaire. Un atelier qui s'achève, celui donc de la justice, un atelier qui commence, celui organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, un atelier de réflexion donc sur la redéfinition des missions des cellules d'aménagement du territoire, coup d'envoi ce matin. Abdoulaye Demeba. Partager les évolutions du cadre institutionnel des services déconcentrés de l'État, telle est la principale ambition de cet atelier de réflexion sur le recadrage des missions des cellules régionales de planification, de suivi et d'évaluation. Il s'est tenu en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et a enregistré la participation de certains walis et des présidents des conseils régionaux. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Mohamed Mustafa Ould Abdi Ould Zeid, a souligné que cette rencontre est une large concertation sur les problèmes de développement à l'échelle régionale, ce qui pourrait aboutir à un cadre d'échange enclenchant une nouvelle dynamique dans le domaine de la décentralisation. Il a été constaté que malgré la présence, la disponibilité de ressources et la définition claire des projets, que le rythme de mise en œuvre n'accompagne pas et parfois des projets dépassent leur durée initiale, ce qui a un coût de charges récurrentes et une conséquence en soi, de fait une contre-performance, car il n'est plus autorisé, plus admis que dans un pays où les besoins de développement sont énormes, que les ressources soient là et qu'une lenteur dans l'exécution soit tolérée. Donc nous souhaitons que ces cellules, à travers le recadrage de leur mission, soient impliquées davantage comme un regard, un suivi de proximité avec les acteurs concernés dans la mise en œuvre et de la supervision des projets et programmes à l'échelle régionale. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours.
Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une page médicale en 3 volets, l'évolution de la Covid-19, une mission médicale saoudienne au Centre national de cardiologie et puis le centre hospitalier d'Ednema avec un don. Eh bien, le premier volet, c'est un élément, s'il vous plaît. Le premier volet de cette page médicale, c'est l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures et qui est désormais, sa présentation reprend sa première forme, c'est-à-dire qu'un responsable du ministère de la Santé va la présenter. Et ce soir, c'est le directeur général de la santé publique qui nous la présente à partir de Nouadhibou. Je vous propose d'écouter de suivre monsieur le docteur Mohamed Mahmoud ou Li'li Mahmoud. Petit problème technique? 26 avec... C'est un son. Voilà, on va revoir cet élément puisqu'il y a eu une erreur. Ce n'est pas un off, mais c'est un élément sonore. On va écouter le docteur Mohamed Mahmoud ou Li'li Mahmoud, qui est le directeur général de la santé publique par intérim et qui va nous présenter donc la situation épidémiologique de la pandémie, l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures, car cette présentation reprend son ancienne forme, surtout en raison maintenant de la multiplication des cas positifs de la Covid-19. Je vous propose d'écouter donc le directeur général de la santé publique par intérim. 111 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 2 parmi les contacts et 109 cas communautaires. 47 guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 5 décès. Le cumul de cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 22 298, dont 9 168 cas contacts et 12 933 cas communautaires, 197 cas importés. Le cumul de guérison enregistré depuis le début de la pandémie est de 20 568 et le cumul des décès est de 508. Les cas, nous avons aujourd'hui 1222 cas actifs, dont 1155 asymptomatiques, 41 avec des symptômes simples et 26 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures par Mougata'a: un nouveau cas à Guérou, 1 à Mbout, 1 à Magama, 3 à Monguel, 6 à Bogué, 5 à Kermessine, 1 à Mederdra, 2 à Arkiz, 4 à Rosso, 2 nouveaux cas à Attar, 4 à Nouadhibou, 7 à Mjriya, 1 à Selibabi, 4 à Zouerat, 6 à Akjoujet, 3 à Sabkha, 23 à Tafraqzina, 4 à Dar Naïm, 19 à Tayart, 9 à Toujounine, 4 à Arafat et un nouveau cas à Almina. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2307, répartis en 1605 tests rapides TDR et 702 tests PCR. La répartition des tests par région: 154 à Hout Sharqi, 62 à Hout Al-Gharbi, 122 à Nasaba, 90 au Gorgol, 138 au Brakna, 94 au Trarza, 26 à Nadrar, 29 à Dakhlet Nouadhibou, 23 au Tagan, 76 au Guidimaka, 28 à Tirzemour. 381 tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Ninchiri, 995 à Nouakchott Ouest, 83 à Nouakchott Nord et 5 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 387 386, dont 29 069 tests de suivi et 358 317 tests de diagnostic, répartis en 200
45 328 TDR et 112 989 PCR. Les malades hospitalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 7, dont 6 avec situation clinique stable et 1 avec situation grave. 4 sorties d'hôpital ont été enregistrées durant les dernières 24 heures. La répartition des hospitalisés par hôpital, 13 dans le centre hospitalier des spécialités à Nouadhibou, 1 au centre hospitalier de Boutilmut, 2 au centre hospitalier de Zouarat, 2 au centre hospitalier d'Aleg, 2 au centre hospitalier mère et enfant, 2 au CNC, 25 malades sont hospitalisés à l'hôpital national, dont 7 graves, 5 à l'hôpital de l'Amitié, 15 au centre hospitalier Cheikh Zayed, dont 11 graves. Un total de 67 cas hospitalisés, dont 26 graves. Nous souhaitons prompt rétablissement à tous nos malades. Le cumul des cas d'hospitalisation enregistrés depuis le début de la pandémie est de 3308, dont 2655 avec situation stable et 653 avec situation grave. Le cumul de sorties d'hôpital enregistrées depuis le début de la pandémie est de 2809. Pour la situation de la vaccination, les dernières 24 heures, 1684 nouvelles doses ont été administrées, un cumul de 173 524 nouvelles doses administrées depuis le début de la pandémie. Aussi, durant les dernières 24 heures, 443 deuxième doses ont été administrées avec un cumul de vaccination complète de 13 607 personnes ont déjà complété leur schéma vaccinal. Le directeur général de la santé publique par intérim qui présentait donc l'évolution de la pandémie de la COVID-19 durant ces dernières 24 heures, et cela à partir de Nouadhibou. Le deuxième volet de la page médicale de ce journal concrétise la coopération entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite dans le domaine de la santé, car il s'agit d'une mission médicale saoudienne qui se trouve actuellement à Nouakchott, précisément au Centre national de cardiologie, où elle a déjà entrepris depuis aujourd'hui des opérations. Précision avec Abdelrahman Hamad. Cette mission médicale saoudienne qui séjourne au Centre national de cardiologie compte réaliser plus de 80 interventions chirurgicales au profit de nos citoyens indigents. Ces interventions portent sur des opérations à cœur ouvert et des actes interventionnels gratuits au profit des patients mauritaniens nécessitaires. Le chargé de mission au ministère de la Santé, Ahmed Jiddou Zain, a salué dans un mot pour l'occasion le rôle des missions médicales saoudiennes et du Centre Roi Selman pour les secours et l'action humanitaire, ainsi que la Ligue islamique qui opère dans une circonstance particulière en raison de la crise Covid-19. Il a ajouté que cette intervention médicale importante et complexe bénéficiera à près de 90 patients. Tous ont besoin urgent d'intervention. Pour sa part, l'ambassadeur saoudien en Mauritanie, son Excellence Hazza Ben Zaban Lamtairi, a indiqué que cette mission s'inscrit dans le cadre de l'excellente relation de coopération entre notre pays et l'Arabie saoudite, remerciant les efforts du Centre national de cardiologie et la coopération des autorités sanitaires. Le diplomate saoudien a révélé que la période à venir verra d'autres missions médicales, faisant remarquer que cette coopération porte également sur la formation et le transfert de savoir-faire aux spécialistes nationaux dans ce domaine. Quant à la directrice du bureau de la Ligue islamique en Mauritanie, Mme Messouda Mentbaham, elle a précisé que cette intervention est la 4e cette année et qu'elle cible les citoyens les plus vulnérables. Le Centre national de cardiologie compte accueillir d'autres missions médicales volontaires afin de réaliser un double objectif: fournir des traitements de qualité aux patients indigents et renforcer les capacités de son personnel médical. Une mission donc médicale saoudienne qui opère actuellement au Centre national de cardiologie, particulièrement les patients les plus indigents. Troisième volet de cette page médicale nous amène
à Nema, la capitale du Hod-el-Sharqi, Nema, dont le centre hospitalier vient de se doter d'une nouvelle unité de collecte de sang. Il s'agit d'un don du ministère de la Santé. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Amar Belloul. Compte-rendu revient en français par Nadia Jekani. La recrudescence des décès maternels dans la wilaya du Hod-el-Sharqi est due à l'insuffisance du stock de sang ainsi que celui des moyens logistiques dans les centres de santé. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur du projet d'appui à la santé reproductive au Hod-el-Sharqi, M. Sidi Mohamed Abdelaziz. Au cours de cette cérémonie de remise d'un don d'une unité de collecte de sang en présence du wali du Hod-el-Sharqi, du président du conseil régional, des autorités administratives et civiles. Le projet d'appui à la santé reproductive est financé par la Banque islamique. Selon M. Sidi Mohamed Abdelaziz, le sang joue un rôle nécessaire pour limiter la propagation du taux de décès, d'où l'importance de cet appui. Cette unité est équipée des dernières technologies pour collecter le sang et le stocker dans des conditions appropriées. L'unité veille à collecter du sang dans toutes les zones de la wilaya afin de fournir une banque de sang capable de répondre aux besoins de la mère et de l'enfant et sauver la vie des citoyens. Quant au chef du centre de Nema, M. Ahmed Oulmini, il a précisé que cette unité contribuera à réduire le taux de décès maternels dus aux hémorragies et à l'hypoglycémie aiguë. M. Ahmed Oulmini a souligné que cette unité mobile aidera dans le cadre de la transfusion sanguine à préserver autant que possible ce don. Quant à la technicienne de santé reproductive, Mme Minetsoum Tsarir, elle a affirmé que le staff médical dispose actuellement d'un stock de sang nécessaire qui leur permettra de sauver les femmes à temps et limiter les décès dus aux hémorragies. Cette unité entre dans le cadre de la politique sanitaire du gouvernement qui a pour but la prise en charge des femmes enceintes. Voilà donc pour cette page médicale en 3 volets, une page hivernage avec d'abord les précipitations enregistrées ces dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Quelles sont les régions qui ont été arrosées et la hauteur des pluies? Tout cela, on va les découvrir ensemble. Des précipitations donc enregistrées dans les 2 Hauts, des précipitations qui annoncent, espérons-le, un bon hivernage, moment propice donc pour les semences. Et justement, le ministère de l'Agriculture vient de lancer une opération d'envoi des semences traditionnelles, coup d'envoi ce matin, une opération supervisée par le secrétaire général de ce département, compte rendu El Haj Abdelladdin. 580 tonnes de semences, c'est la quantité qui sera envoyée aux champs de production agricole dans les zones pluviales. L'envoi de cette quantité est l'une des opérations annuellement effectuées par le département de l'agriculture afin d'atténuer les effets liés au déficit pluviométrique. Supervisant le lancement de cette opération, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Momaoul Hamaoullah, a déclaré que cet appui aux agriculteurs vise à accompagner les cultivateurs dans les différentes phases du processus agricole. Un appui, indique-t-il, devenu d'autant plus nécessaire au vu de ces dernières précipitations et celles à venir. Le secrétaire général a souligné que cet appui fait partie des interventions gouvernementales tendant à mettre en place les bonnes conditions favorables à la réalisation d'autosuffisance alimentaire. Le directeur du développement des filières agricoles, M. Bab Ahmed Ould Nakra, a indiqué que la quantité de ces semences sont divisées en 2 sortes distinctes. La première est réservée aux zones inondables et la seconde est consacrée aux zones pluviales. Il a précisé que les zones pluviales sont caractérisées par l'existence de certaines céréales qui peuvent accroître rapidement et qui existent essentiellement dans les zones de l'est-sud du pays, ajoutant que d'autres types de céréales, comme la haricot et la maïs, se trouvent spécifiquement dans les zones inondables, à savoir la zone de Chamama.
L'opération de l'envoi de cette quantité de semences devrait permettre aux agriculteurs d'accroître leur production agricole et de contribuer à la réalisation d'autosuffisance alimentaire, particulièrement avec les prévisions météorologiques augurant d'une bonne saison pluviale. 580 tonnes donc de semences traditionnelles qui ont été envoyées depuis aujourd'hui vers les régions de production, à savoir l'Est, le Sud et le Centre du pays. On va terminer ce journal par une page sportive relative au jeu d'échecs, un tournoi organisé à Zouérat. C'était hier soir, compte rendu sur ce tournoi scolaire des jeux d'échecs avec notre correspondant permanent là-bas, c'est Ahmed Boubacar Siré, compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. Le jeu d'échecs exige beaucoup de ruse et de concentration pour se défaire de l'adversaire. Chaque joueur doit puiser dans son fort intérieur pour remporter le duel. Pour jouer aux échecs, il faudra un échiquier de 64 cases et 16 pièces pour chaque joueur. À cela s'ajoute une pendule pour limiter le temps de réflexion de chaque joueur. Les deux joueurs jouent à tour de rôle en déplaçant une seule de leurs pièces. Si une pièce se déplace sur une case occupée par une pièce adverse, celle-ci est prise et enlevée de l'échiquier. Seul le cavalier peut sauter au-dessus des autres pièces. Voilà pour la pédagogie. Et pour le cérémonial, c'est le conseiller du Wali du Tirizemour chargé des affaires politiques et sociales, Saad Naoul Mohamed, qui a supervisé le démarrage de la compétition. À cette occasion, il a affirmé que ce championnat permettra aux participants de mettre à l'épreuve le savoir-faire acquis durant leur formation, ajoutant que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour promouvoir ce sport cérébral. Mohamed Saleh Mourghailani est le secrétaire général de la Ligue régionale de jeux d'échecs au Tirizemour, indique que d'importants efforts ont été déployés afin que la compétition soit empreinte de convivialité, d'autant plus que cette discipline exige beaucoup de concentration. Inaccessible, le jeu d'échecs, pas du tout. Dès 4 ans, un enfant peut commencer à apprendre les règles du jeu d'échecs et jouer à de petits jeux très ludiques. Voilà, un tournoi scolaire donc dans le domaine des jeux d'échecs organisé hier soir à la Maison des Jeunes de Zouérat, la capitale du Tirizemour. Et c'est sur ces images donc de ce championnat d'échecs que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était cette réunion de haut niveau organisée par l'IDA, l'Association internationale pour le développement, hier à Abidjan, avec participation du président de la République. L'objectif, ce sont des appuis pour relancer les économies africaines éprouvées par la Covid-19. Les besoins s'élèvent, ce chiffre, à environ 100 milliards de dollars. Ici, c'est la réunion du comité interministériel chargé du programme prioritaire élargi du président de la République, réunion qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Et ça, c'est la sortie de la 3e promotion du Collège de défense du G5 Sahel. C'était hier soir une promotion forte de 44 officiers. Et puis, j'en profite pour vous rappeler, bien entendu, la nécessité de continuer de respecter les mesures préventives et de se faire vacciner. Ceci, c'est le plus efficace contre donc la propagation de la pandémie de la Covid-19. Des gestes barrières qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter, à savoir donc éviter les attroupements, ne sortir que par nécessité, ne jamais oublier son masque en sortant. Et n'oubliez pas aussi de vous laver les mains avec de l'eau et du savon en sortant de la maison et en y revenant. Et n'oubliez pas non plus la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres des gestes barrières qui permettent de sauver des vies. Et encore plus, la vaccination, cela aussi ne demande pas beaucoup d'efforts, sinon vous munir de votre carte d'identité et vous présenter au prochain centre, au centre les plus proches, au centre de santé les plus proches pour vous faire vacciner. Et n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains et qu'il faut prendre soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. À cela s'ajoute tous vaccinés, tous protégés.
Et sur ce, je vous dis que les JTF reviendra demain. J'aurai le très grand plaisir de vous tenir compagnie, Inch'Allah, à la même heure, 22h. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et à demain, Inch'Allah. Bonsoir.